What we're talking about is money. Real money. Amigo money. No dough, no show. Bienvenue dans Hollywood's Bull, le podcast qui aime les blockbusters, surtout quand ils partent en couille. You see, Hollywood is writing our lives. I'd buy that for $1. It's no expense. Show me the money! Money! Chères auditrices et chers auditeurs, pour écouter cet épisode d'Hollywood's Bull, éloignez-vous des oreilles sensibles, car nous allons nous intéresser au cas très particulier de Caligula, production fastueuse des années 70, consacrée comme son titre l'indique à l'empereur romain dont la réputation sulfureuse persiste encore 2000 ans après sa mort. Représentant d'une époque révolue, ce péplum dégénéré ne mérite pas seulement notre attention à cause de ses circonstances de tournage et de production atypiques, il pose également une question trop souvent éludée, à croire qu'il s'agit d'un sujet tabou, la représentation explicite d'actes sexuels dans la catégorie des blockbusters. Bob Guccione and Penthouse Films International present Caligula. If only all Rome had just one neck. The period of mourning is now over! He's mad! No treachery could equal his evil. No evil was more treacherous. The recreation of power gone mad in all its insane dimension. Caligula. Dans les années 70, Bob Guccione, le fondateur du magazine pour hommes Penthouse, s'intéresse de près à la production cinématographique. Aux côtés de Paramount Pictures, il participe notamment au financement de Chinatown, un film noir de Roman Polanski, et de The Longest Yard, une comédie de Robert Aldrich. Mais le patron de presse aspire bien vite à s'émanciper du pouvoir des majors et à devenir un nouveau nabab d'Hollywood en produisant ses propres projets, reposant sur le même mot d'ordre que son magazine, du sexe et encore du sexe. Quoi de mieux pour un tel projet que de miser sur le genre spectaculaire du péplum, en jachère depuis la fin de l'âge d'or hollywoodien au début des années 60, et de le réactiver avec la mise à jour permise par les années 70 en matière de sexe et de violence, pour proposer une nouvelle représentation des grandeurs et des décadences de l'élite de la Rome antique, personnifiée par l'une de ses figures les plus illustres, Caligula, l'empereur réputé vicieux, cruel, mégalomane et incestueux. Guccione se donne les moyens de ses ambitions en s'adjoignant les services de Franco Rossellini, neveu de Roberto Rossellini, qui a déjà une solide carrière dans la production, notamment chez Pier Paolo Pasolini. Pour le scénario, il engage Lina Wertmüller, une des auteurs majeures du cinéma italien des décennies 60 et 70, et Gore Vidal, qui a déjà triomphé dans le péplum en 1959 avec le succès phénoménal de Ben-Hur. L'équipe se complète avec Danilo Donati au costume et au décor, car celui-ci a déjà élaboré la direction artistique du Satyricon de Federico Fellini en 1969, une œuvre radicale où il était déjà question de festin romain et de parti pris visuel provocateur. Quant au poste de réalisateur, il est confié au Milanais Tinto Brass, sortant du succès du film érotique Salon Kitty, qui par bien des aspects ressemble au projet Caligula, avec des officiers nazis à la place des sénateurs romains. I've heard that during the last month, 7 of my colleagues in the Senate have been put to death for treason. 9 to be exact. 5 of them cheated. They killed themselves. That wasn't playing fair. Don't you agree, Nerva? They were all good men. If they were good men, how could their beloved emperor find them guilty? You have a gift for logic, Prince. Bob Guccione s'éloigne donc des conventions hollywoodiennes pour garantir à Caligula un cachet européen grâce à son équipe technique italienne, à laquelle il faut ajouter le casting porté par des Britanniques, Helen Mirren, Teresa Ann Savoy, John Gielgud, Peter O'Toole et bien sûr Malcolm McDowell dans le rôle titre, habitué au rôle inquiétant depuis If de Lindsay Anderson et Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Les acteurs assument alors de se retrouver dans une production fastueuse de 22 millions de dollars, avec une forte charge sexuelle, et ce n'est pas non plus Tinto Brass qui va jouer les vierges effarouchées, car il est parfaitement conscient qu'on attend de lui cet érotisme extravagant qui a fait sa renommée. Seulement voilà, entre érotisme et pornographie, il existe quelques nuances, pas toujours très clairement établies certes, mais cruciales pour l'exploitation, la réception et la réputation du film. Guccione, lui, entend bien transgresser les cloisonnements du cinéma traditionnel et du cinéma pornographique, et pour cela, quelques jours après la fin officielle du tournage, au début de l'année 1977, le producteur revient sur les plateaux de tournage à Rome en compagnie d'un autre réalisateur, Giancarlo Louis, et de quelques mannequins et modèles de Penthouse, pour tourner des plans additionnels plus explicites que ceux livrés par Tinto Brass. Des méthodes de Margoulin, faisant fi de l'avis des acteurs vedettes comme de celui de Brass, qui désavoua aussitôt le film et demanda à être crédité comme chef opérateur et non comme réalisateur de Caligula.
Il faut dire que les ajouts pornographiques de Guccione compliquèrent passablement l'exploitation du film en salle à partir de 1979, qui malgré un certain succès en France avec près d'1,5 million d'entrées, fut victime de la censure en Italie et au Royaume-Uni et ne rapporta que 23 millions de dollars sur le sol américain, ce qui est loin d'être glorieux pour une production de cette envergure. Entre 1979 et 2023, date d'un nouveau montage réalisé par le documentariste américain Thomas Negovan, présenté dans la section Cannes classique du Festival de Cannes, Caligula compte pas moins de 8 versions, variant de 102 minutes à 157 minutes. Remember this, that I have let you live. So far, my little fishies love me. Innocence, you see. I protect their innocence. It is the least I can do, but it is a foul world. Découvrir ou redécouvrir la version non censurée de Caligula en 2025 est une expérience singulière, car elle participe d'un type de spectacle et d'un rapport au public dont les producteurs les plus fortunés ne font presque plus jamais montre à notre époque. Si on prend le film par le biais scénaristique, on se croirait devant un récit d'ascension et de chute, de rise and fall comme on dit à Hollywood, presque conventionnel et placé dans le contexte de la Rome antique, dont le grand public se figurait déjà la cruauté de sa vie politique bien avant la sortie de Caligula, grâce aux écrits antiques comme à ses réinterprétations au fil des siècles, de William Shakespeare à Albert Camus, en passant par Gore Vidal justement. Certes, le jeune empereur entretient une relation incestueuse avec sa sœur Drusilla, mais ça n'est pas là l'acte transgressif le plus déterminant dans l'intrigue du film. L'assassinat de son oncle l'amenant au pouvoir suprême, la santé mentale déclinante de Caligula et la trahison finale des sénateurs sont les événements principaux du parcours du protagoniste, jalonné de longs dialogues théâtraux, ancrant le film dans l'héritage direct du péplum hollywoodien des années 50. En portant ce récit à l'image, Tinto Brass lui insuffle son sens de l'érotisme immédiatement identifiable et pensé de manière cohérente et foisonnante, exprimant ainsi une culture artistique solide. De la séquence d'ouverture dans un coin de nature verdoyante et ensoleillée, convoquant l'imaginaire d'un âge d'or païen, à la vision infernale des bacchanales de l'empereur Tibère, évoquant le jardin des supplices de Jérôme Bosch, au décor pharaonique couvert de dorures dans lesquelles la folie des grandeurs de l'Empire romain se mêle à celle de l'entreprise commerciale de Bob Guccione, on peut dire que Tinto Brass sait faire preuve de goût dans son mauvais goût. It's just like the dream. It's only his mask. You are Caesar now. Caesar. Caesar. Emperor of Rome. Lord of the world. Lord of the world. I like this dream. Mais si la mise en scène de Tinto Brass et la direction artistique de Danilo Donati restent cohérentes, alors les ajouts pornographiques devraient détonner et nous apparaître aberrants, et pourtant loin s'en faut. Hormis pour les yeux sensibles peu habitués à la pornographie, pour qui le spectacle d'une fellation ou d'une pénétration reste surprenant, voire choquant, les autres spectatrices et spectateurs comprenant l'obscénité et le caractère grotesque du projet, peuvent finalement accepter de telles images dans l'univers visuel de Tinto Brass, où apparaissent déjà des orifices féminins entrouverts, des phallus au repos ou des prothèses de phallus en érection. Les actes sexuels explicites et non simulés ne dénaturent pas fondamentalement l'esprit du film, ils ne font que pousser plus loin sa part d'obscénité déjà présente dans le travail de Brass, où il n'était pas question d'un érotisme joyeux et léger comme celui qui sera sa marque de fabrique des années 80 aux années 2000, mais d'une sexualité plus perverse, plus déviante et plus destructrice, pour un récit dramatique, voire tragique, dans la lignée de Salon Kitty, son précédent film. Les plans pornographiques ne concernent pas directement les personnages principaux de l'intrigue. Ils sont placés au milieu d'une multitude d'autres plans sur des figurants et nous montrent ainsi sans détour l'atmosphère de luxure régnant sur le palais impérial à un moment du récit où nous considérons déjà cette atmosphère comme malsaine, où l'ardeur des actes sexuels fait écho à la violence des mises à mort et où aucune expression d'une énergie vitale ne pourra éclipser notre appréhension d'un dénouement morbide et nihiliste. D'autant plus que cette cohérence thématique est servie par une cohérence graphique, puisque Bob Guccione et Giancarlo Louis ont respecté la photographie globale du film, contrairement à d'autres producteurs moins argentés des années 70, qui ajoutaient parfois des inserts hard à des films tournés quelques années auparavant, avec une qualité de pellicule et d'éclairage bien différente. Ce fut le cas notamment pour Clodo, dernière comédie tournée par Bourvil en 1970, qui devint Clodo et les Vicieuses en 1975 au moment de la légalisation de la pornographie. Et oui, il existe un porno avec Bourvil, apprenez à vivre avec cette information désormais. I want your honest advice. Should I make myself king of Rome? King? Well, this is a republic, isn't it? Very well then. I shall make myself king of the republic. But you're already greater than any king, Caesar. I am a god. Or at least I will be when I'm dead.
Il n'est pas question d'excuser la malhonnêteté de Bob Guccione dans cette affaire, mais en revanche, il est intéressant de se demander si son interventionnisme est plus dommageable que celui des majors, qui dépossèdent bien souvent les réalisateurs de leurs œuvres, imposent un montage et des reshoots diluant et contredisant l'identité des projets. Doit-on vraiment considérer le caractère pornographique des reshoots de Caligula comme circonstance aggravante ? Quand il s'agit comme ici d'une œuvre folle, grandiose, spectaculaire, pourquoi le cinéma se priverait-il de la dimension spectaculaire d'un acte sexuel ? Vous me répondrez bien sûr que les plus jeunes doivent être préservés de la pornographie et que des séquences hard impliqueraient systématiquement un classement interdit aux moins de 18 ans en France, comme dans la plupart des États américains, une contrainte économique et marketing rédhibitoire pour la plupart des projets à gros budget. Si certains cinéastes s'aventurent régulièrement dans les territoires graphiques généralement délaissés par le cinéma traditionnel, tels que Michael Winterbottom avec Nine Song ou Gaspar Noé avec Love, leurs expérimentations restent cantonnées aux limites budgétaires et au circuit de distribution d'un cinéma dit d'auteur. Le sexe était peut-être vendeur dans les années 70, grâce à la libéralisation des mœurs, mais la pornographie n'a pas pour autant réussi à sortir de son ghetto, ce qui aurait peut-être été le cas si Caligula avait été un succès critique et commercial. Quelques péplums érotiques ont certes tenté de se placer dans le sillage du film de Tinto Brass. En 1982, Joe D'Amato signera une suite avec, là encore, des versions plus ou moins explicites, mais il s'agit là d'un film d'exploitation parmi l'offre pléthorique du cinéma bis italien sans commune mesure avec le blockbuster Penthouse, qui, comme un empereur mégalo, peine encore 46 ans plus tard à trouver un héritier aussi fou que lui. I, Caligula Caesar, command in the name of the Senate and the people of Rome. I, Caligula Caesar, command in the name of the Senate and the people of Rome. I, Caligula Caesar, command in the name of the Senate people of Rome. I, Caligula Caesar, command in the name of Rome. I, Caligula Caesar, command in the name of the Senate people of Rome. I, Caligula Caesar, command in the name of the Senate people of Rome. Rome, Caesar, Caesar, Rome, rubbish, rubbish, rubbish. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast du Blog du Cinéma. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt.